Aux engagements que j'ai pris devant les électrices et les électeurs. Et vous seulement qui jugiez la fidélité au engagement du J'essaie de vous donner peut-être quelques arguments. Par exemple, dans le programme du nouveau Front Populaire, on défendait des investissements plus importants qu'aujourd'hui dans la transition écologique. Ce budget, le budget que le Parti Socialiste vient de laisser passer, coupe 2,5 milliards d'euros dans le budget de l'écologie. Mais le Parti Socialiste répète que ce budget n'est pas bon. Ben alors, ils ont voté contre. Mauvais. Et ils ont voté contre. Oui, mais c'est la madame, censure qu'ils n'ont pas voté. Oui, vous avez raison, factuellement. Mais vous citiez Olivier Faure qui montait à la tribune de l'Assemblée nationale il y a 4 mois pour défendre une motion de censure. À l'époque, Olivier Faure, c'était d'ailleurs sur un plateau du service public, disait cette motion de censure, elle a un intérêt. On va voir ceux qui sont dans la majorité et ceux qui sont dans l'opposition. Vous pouvez retrouver ces déclarations de l'époque. Il disait ceux qui votent la censure sont dans l'opposition, ceux qui ne la votent pas sont dans la majorité. Donc les socialistes, ils ont pris une décision et cette décision, elle contribue à laisser passer ce budget. Au nom de la stabilité, oui, est-ce que vous n'êtes pas d'accord qu'il faut et un budget et de la stabilité? Mais en fait, ça a été, si vous voulez, le grand mensonge de ces derniers jours. C'était l'idée que de toute façon, il fallait forcément accepter ce budget, même s'il est mauvais, parce que sinon il n'y aurait pas de budget du tout. Et on s'appuyait sur ça, sur par exemple des décisions qui ont été prises, de geler le pass culture, de ne pas créer des contrats pour le service civique. On a beaucoup entendu parler de ces exemples. Mais est-ce que vous savez, madame, que en fait, ce n'était pas en raison de l'absence de budget que le pass culture était gelé ou qu'il n'y avait pas de contrat de service civique. C'était en raison de 2 circulaires qui ont été prises par Michel Barnier au moment de son départ, puisqu'il existait déjà un budget. La loi spéciale nous a permis de reconduire le budget précédent. En fait, il n'y avait aucune obligation à geler le pass culture ou à empêcher les contrats aidés. C'était une décision gouvernementale pour faire du chantage sur les parlementaires et pour leur dire maintenant, vous voyez, vous êtes obligés d'accepter ce budget même s'il est très mauvais. Donc la question qui était posée, c'est qui juge si on a été compatible avec les engagements qu'on a pris. Je vous ai donné un exemple sur l'écologie, mais je pourrais vous en donner plein d'autres. Quand il y a 1,5 milliard d'euros dans ce budget de coupe, dans le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, bah ça, c'est pas compatible avec le programme qu'on a défendu devant les électrices et les électeurs. Quand 10 millions de personnes qui sont au tarif du marché vont voir le prix de l'électricité augmenter, bah ça, c'est pas compatible avec les propositions qu'on a prises pour défendre le pouvoir d'achat des Français. Donc moi, mon problème, c'est pas est-ce que le Parti Socialiste est gentil, est-ce qu'il est méchant, c'est pas mon sujet. Mon problème, c'est est-ce que oui ou non, en laissant passer ce budget, on protège les Français. Je crois l'inverse, et c'est la raison pour laquelle il fallait le censurer. Et donc ensuite, effectivement, c'est important de dire pourquoi le budget n'a pas été censuré. Et il n'a pas été censuré en raison de la décision du Parti Socialiste de ne pas le censurer et en raison de la décision du Rassemblement National de ne pas le censurer. Est-ce que dire ça revient à dire que le Parti Socialiste et le Rassemblement National sont la même chose, ils sont équivalents? Évidemment non, madame. Mais non, c'est une erreur, c'est une erreur qui consiste à interpréter ce visuel comme étant une manière de mettre sur le même plan deux formations politiques qui n'ont évidemment rien à voir. Madame, et précisément, si une minute, je pensais que le Rassemblement National et le Parti Socialiste c'était la même chose, vous imaginez bien que je n'aurais pas fait le nouveau Front Populaire, et vous imaginez bien que je ne me serais pas allié avec le Parti Socialiste. Pourquoi ce visuel et pourquoi l'avoir supprimé? Non mais ce visuel, précisément pour une raison très simple, d'ailleurs c'est pas celui-là qui a été publié. 69, 23. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est le magasin Point Service Phone, vous avez cherché à me joindre? Oui, non, mais c'est vous qui... Oui, non, en fait, c'est moi qui étais là-bas pour l'écran. Quel écran, rappelez-moi? Le Pixel? Ouais, c'est ça. Le Pixel, d'accord, ça marche. Il sera prêt cet après-midi, rassurez-vous. Ouais, c'est ça, comme j'ai vu l'appel et tout, donc je comprenais. D'accord, non, on est dessus, rassurez-vous. D'accord, ok. Donc, merci à vous, monsieur. À tout à l'heure, au revoir. Ouais, au revoir.
Les formations politiques qui n'avaient pas voté la censure et qui, par leur décision de ne pas voter la Sont des censure, alliés. C'est ce que je lis. sont alliés avec le gouvernement. Bah écoutez, c'est simple. Madame Avec Emmanuel Macron, qui n'est pas le chef du gouvernement. Hein. D'accord, François mais Bayrou. bon, je pense, si vous non, voyez une différence dans la politique de François Bayrou et celle d'Emmanuel Macron, vous avez de l'imagination, moi j'en vois peu. Mais précisément, 6. Oui, allô? Ah, salam alaikum. Salam. Ouais, est-ce que vous êtes dérangé, c'est pour un renseignement en fait. Ouais, c'est Est-ce vous. que vous rachetez les téléphones Quel modèle? iPhone 12 Pro Max. Ouais, envoie-moi des photos sur ce téléphone-là, sur ce numéro-là, via WhatsApp. Mais je peux t'expliquer en résumé. Je vais t'envoyer les photos, mais je peux t'expliquer en résumé ce qu'il a. Tu peux me faire un audio? Parce que là, j'ai eu beaucoup de travail. Non, ok, pas de problème, je te fais un Merci audio tout de beaucoup. suite. T'as un WhatsApp, c'est ça? Ouais. Ok, Inch'Allah. Allez, c'est là. qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé le fait que si le gouvernement de François Bayrou est toujours en place aujourd'hui, c'est parce que le Parti Socialiste et le Rassemblement National l'ont laissé en place. Je veux dire, c'est assez factuel de dire ça. Est-ce que ça revient à dire que le Parti Socialiste et le Rassemblement National, c'est la même chose? Évidemment non. Non, Et hier, vous avez répété que le Parti Socialiste et le gouvernement, c'était la même chose. Non, j'ai pas dit que c'était la même chose. J'ai Vous avez dit qu'il y avait un changement d'alliance et qu'ils Évidemment. s'étaient ralliés. Évidemment, ça veut pas dire que c'est la même chose, ça, Patrick. Oui, non, ça veut juste dire que le Parti Socialiste... Trumpisation du gouvernement Bayrou, après Attendez. ses propos sur le sentiment. Honnêtement, ça ne dépend pas de moi. Il va y avoir encore 2 49.3. Il y en a un qui a été déclenché mercredi soir. Il y aura une nouvelle motion de censure sur ce qu'on appelle le budget de la sécurité sociale qui va avoir lieu lundi. Et il y en aura sans doute une autre mercredi. Je ne vous parle pas de celle du Parti Socialiste, on y reviendra si vous voulez. Dans le budget de la sécurité sociale, c'est quand même intéressant que les gens qui nous écoutent le sachent. Dans le budget de la sécurité sociale, il y a 3,7 milliards d'euros de coupe dans les dépenses de santé. Et, par exemple, il y a une mesure dont personne n'a parlé, donc j'aimerais bien qu'on en parle. Ça ne va pas prendre longtemps. Il y a le fait que les apprentis qui gagnent moins que le SMIC, aujourd'hui, ils n'étaient pas soumis à la CSG. Là, ils vont, dans le budget de la sécurité sociale, être soumis à la CSG. C'est-à-dire un apprenti qui gagne 1040 euros par mois, vous allez lui demander de contribuer à hauteur d'une trentaine d'euros par mois. Je veux dire, c'est quand même important. Donc, les gens qui ne censurent pas le budget de la sécurité sociale, ils laissent passer ces mesures. Moi, je souhaite que le Parti Socialiste revienne en quelque sorte à la raison dans l'opposition et censure le gouvernement à cette occasion. Ensuite, la motion de censure qui est présentée comme le Parti Socialiste après, enfin pardonnez-moi, mais tout le monde sait que c'est un pistolet à eau. François Hollande lui-même, sur un plateau de télévision hier soir, sur votre antenne d'ailleurs, je crois, disait, de toute façon, si on voit que cette motion de censure a une chance d'être adoptée, on prendra nos responsabilités, on la retirera. Donc ça, c'est pas sérieux. Si vous voulez renverser le gouvernement, vous utilisez les motions de censure qui sont proposées. Censure symbolique. Bon, voilà, donc vous voyez bien que c'est pas sérieux. Je suis même pas sûr que le Parti Socialiste, pour être honnête avec vous, va la déposer, cette motion de censure. Parce que, vous savez, il y a une semaine, le Parti Socialiste disait que s'il n'y avait pas d'abrogation de la réforme des retraites, il censurerait le gouvernement. Et puis 3 jours plus tard, il a dit que si François Bayrou ne s'excusait pas, après avoir utilisé le terme de submersion migratoire, il censurerait le gouvernement. Bon, il n'y a ni abrogation de la réforme des retraites, ni excuse de François Bayrou, et pourtant il n'y a pas eu censure du gouvernement. Donc maintenant, moi, j'attends de voir si les déclarations sont suivies des faits. Et maintenant, là, si on fait un point sur le LFP, le Parti Socialiste fait toujours partie du LFP. Vous êtes toujours. Non, évidemment que le Parti Socialiste, par cette décision, a interrompu le nouveau Front Populaire, et je le regrette. C'est vous qui décidez que le Parti Socialiste ne fait plus partie du LFP. C'est pas moi. Aucun parti n'est propriétaire du Quel nouveau niveau Front journalistique, Populaire, ma parole. c'est ce qu'ont expliqué les députés Quel niveau. Vous écologistes avez raison. aujourd'hui dans une tribune. Et écoutez ce que disait Marie Bouvier hier soir sur Il est BFM. Je pense pas qu'il y ait un tribunal qui décide, toi tu sors, toi tu rentres. C'est une volonté commune. Soit on hurle tous toute la journée, mais quelle catastrophe, c'est terminé. Ah, ils m'ont poignardé, je peux plus les voir. Jamais je serai dans une salle avec eux. Ok, bah c'est la fin, alors on se le dit. Soit on décide, et c'est la ligne très claire des écologistes, que tout ça est surmontable. Le nouveau Front Populaire, si on l'étrique, si on enlève des gens, on perd. On condamne la France et les électeurs de gauche écologistes à ne jamais connaître ces moments-là. Qu'est-ce que vous leur répondez, mais surtout, qu'est-ce que vous répondez aux électeurs de gauche
qui doivent se désespérer de voir ces nouvelles querelles, Mais de d'abord, voir que le nouveau Front populaire, ça j'ai essayé de faire un peu la démonstration dans mes réponses ce soir. Moi, je suis pas dans une querelle, je règle pas des comptes personnels, c'est pas mon sujet. J'essaye de produire une proposition politique qui a une forme de respect de la parole donnée, de sincérité dans son engagement. Et voilà ce que je lui réponds à Marine Tondelier. Elle a raison quand elle parle de volonté commune. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai jamais prétendu que le nouveau Front populaire appartenait à qui que ce soit. C'est effectivement une volonté commune. Mais si vous voulez construire une proposition politique qui est à la fois une alternative au macronisme, puisque c'est ça l'objectif, et empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir, vous devez avoir une proposition politique qui est clairement Il ne peut pas y identifiée. avoir de désaccord. Mais non, mais elle doit être clairement identifiée dans son rapport à Emmanuel Macron. Si vous donnez l'impression que les décisions qui vont être prises désormais par le gouvernement de François Bayrou, elles sont prises et elles peuvent Je vois être pas ce qui mises est en pas place clair, moi, dans ce qu'il parce dit. que le nouveau Front populaire a une responsabilité, parce que le nouveau Front populaire l'a laissé passer. Mais alors vous imaginez bien qu'à la prochaine élection... Mais madame, vous imaginez bien qu'à la prochaine élection législative, présidentielle, je vais arriver dans un débat et je vais dire, mais moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'a fait François Bayrou, parce que j'étais pas d'accord par exemple pour couper dans le budget de l'écologie. Mais alors il y a des gens qui vont me dire en face, bah, oui, vous n'étiez Ouais. pas d'accord, mais certains de vos Quoi amis, de vos alliés l'ont laissé passer. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et donc je ne serais pas convaincu. Ok. On va se faire chauffer un petit peu. Donc je ne serais pas convaincant. Vous ne pouvez pas avoir dans une même coalition des gens qui sont dans la majorité et des gens qui sont dans l'opposition. Sinon, il y a un problème de clarté, de lisibilité, votre Ils ne sont opposition pas dans la politique. majorité. Voter contre. Mais Donc tu enfin, parles avec voter des teubés, contre, frérot. Pardon, voter contre, c'est voter pour. Enfin, pardon, il n'y a Ah, plus c'est de. vous qui dites ça, voter contre, c'est voter pour. Mais non, mais vous Il dites, fait l'idiot, lui vous aussi. dites qu'il vote contre ce budget, vous dites qu'il l'accepte et il le. Mais bon. Patrick Cohen, bah non, Oui. attendez, c'est important. Il y a un contrat. Ils l'ont Le laissé contrat, passer ou c'était pas ça. Non, il refuse de voter, de renverser le Attendez, gouvernement. attendez, ma question est... Il refuse Vous me de- direz, c'est pas moi de vous poser des questions peut-être, mais c'est assez simple pour que les gens qui nous écoutent. Quand le monsieur Bayrou arrive devant l'Assemblée nationale, il dit le budget 49.3. À ce moment-là, vous avez deux possibilités. Vous le laissez passer, vous ne votez pas la motion de censure, Voilà. ou vous votez la motion de censure et vous vous opposez au budget. C'est clair. À ce Ils moment-là, ont très bien compris. le socialiste Mais ils a sont pas là décidé pour ça. Ils de sont ne pas là la ils sont là pour voter. défendre Et donc, quelqu'un. de laisser passer ce budget. Il aurait pu faire autrement, et peut-être que ce budget, on aurait pu le faire tomber. Alors moi j'ai une question. Vous dites on n'est pas dans la querelle, on Pose n'est pas ta dans question. l'invective. J'essaye de pas l'être. Là vous êtes Vous gentil reconnaissez ce soir. cette voix, Je suis hein. pas gentil, je suis fait. Trafiquant, menteur, traître, vendu pour un plat de lentilles, vous trouvez que c'est constructif, que ça soude le groupe, que ça Mais contribue vous à voulez que je vous remettre... Monsieur Cohen, ne soyez pas, s'il vous plaît, n'ayez pas d'indignation à géométrie variable. Quand C'est pas une indignation, Si, je pose la attendez, question. regarde. Quand depuis des jours et des jours, des semaines et des semaines, vous avez des dirigeants socialistes qui viennent sur les plateaux et qui disent il y aurait d'un côté la gauche qui travaille et de l'autre la gauche qui braille, ce serait moi, vous voyez. Quand j'entends le député Jérôme Guedj dire les insoumis aboient et la caravane passe, j'ai besoin que je vous rappelle la citation, normalement c'est les chiens aboient. Bon, c'est pas très sympathique non plus, vous voyez. Donc moi mon sujet, c'est parce que j'imagine évidemment que les gens qui nous écoutent, leur problématique, c'est pas vraiment de savoir qui est gentil et qui est méchant. Leur problématique, c'est de savoir comment ils vont finir les fins de mois demain, c'est de savoir si les services publics ils vont fonctionner demain, c'est de savoir si dans ce pays et dans le monde dans lequel on vit, dans 30 ans, dans 40 ans, de 50 ans, la vie humaine sera toujours possible parce qu'on aura fait face à l'urgence climatique. Donc, excusez-moi d'essayer de répondre sur le fond, et même si je comprends que ça vous intéresse, d'être un peu moins préoccupé par les querelles politiciennes. Bon, vous restez avec nous pour Ah bah, le avec reste de plaisir. l'actualité, c'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi.
Chaque jour, des personnes payent le prix de la drogue que vous achetez. C'est l'histoire d'un plan qui tombe à point nommé alors que le ministère de l'Intérieur déploie sa nouvelle campagne de sensibilisation contre la consommation de stupéfiants. Le maire de Grenoble met les pieds dans le plat avec une proposition choc, tester tous les députés. En faisant ça peut-être de façon anonyme, le but n'est pas de stigmatiser tel ou tel. L'idée est de montrer l'hypocrisie qu'il y a dans cette lutte contre le narcotrafic et de montrer la pénétration du narcotrafic partout dans la société. Les policiers le disent aussi, ceux qui restent devant les points de deal, ils voient défiler toute la société. La radio France Info publie aujourd'hui une enquête sur la consommation des produits stupéfiants à l'Assemblée nationale par des députés et des assistants parlementaires. Au micro de Margot Duguay, plusieurs collaborateurs confient anonymement cet usage. On retrouve ce genre de cas à la fois à l'Assemblée nationale, mais aussi en dehors, lors de soirées festives. Moi, j'ai un ancien député qui me parlait d'une soirée de 2018 où, dit-il, il a vu de l'abus en tout genre, des cachetons circuler, mais aussi donc au sein de l'Assemblée nationale. Moi, j'ai un député qui est encore en poste actuellement qui me dit, pour me déstresser, ça m'arrive de fumer du cannabis aussi dans mon bureau à l'Assemblée nationale. J'ai un collaborateur parlementaire aussi qui m'a dit avoir entendu un député qui n'est pas de son camp se faire un rail de coke aux toilettes de l'Assemblée nationale. Une nouvelle drogue serait à la mode au sein de l'hémicycle. Une drogue de synthèse, la 3-MMC, sorte de nouvelle cocaïne, substance beaucoup moins coûteuse et beaucoup plus addictive. Certains la consommeraient pour, je cite, tenir le coup et la charge de travail. Les députés sont-ils conscients de ce phénomène ? Il n'y a pas de raison que ce problème de santé publique qui touche une large part de la population, elle ne touche pas aussi des personnes qui travaillent dans cette assemblée. On a un rythme que moi je qualifie de dysfonctionnel. 4-5 heures du matin, on commence à 9 heures. Moi, ce que quand tu vois que tu gagnes ce que tu gagnes là-bas, l'alcoolisme. Je vois pas pourquoi tu vas te droguer. Des restaurants de l'Assemblée nationale et on a augmenté le prix de l'alcool notamment pour éviter des consommations excessives. Dès lors que vous avez du stress, tenir le coup, vous pouvez à un moment donné développer un coup sans ça. des addictions. Il pédale dans le vide, hein. Je vois pas bien où est le surmenage. Il y a une tous les 36 du mois, on fait une mission de censure par semaine. Mi-octobre à Paris, le député insoumis Andy Carbrat avait été arrêté dans le métro alors qu'il achetait de la 3-MMC. Depuis, il annonçait qu'il suivait un protocole de soins. Pendant la réforme des retraites, le Parisien évoquait une buvette en rupture de stock, des débuts de bagarre à cause de l'alcool. Caroline Janvier était députée jusqu'en 2024. Elle était l'une des premières à tirer la sonnette d'alarme. J'ai pu constater à certains moments, à certains endroits, de la consommation à la fois de drogue et d'alcool, de la cocaïne, de la drogue de synthèse. Vous passez toute votre semaine à l'Assemblée sans voir votre famille, du lundi au vendredi, que vous avez des séances de nuit qui s'étirent, et bien forcément, à un moment donné, vous pouvez avoir des temps où vous allez consommer de l'alcool avec des collègues, des moments où vous allez... célébrer une victoire politique, parce que ça devient aussi votre lieu de vie en fait. La plupart des élus et des assistants parlementaires évoquent donc souvent les mêmes mots qui entraînent cette chute: pression médiatique, manque de sommeil, des arguments fallacieux pour l'addictologue Amine Benyamina. On en a des députés. Donc là, je peux pas quitter avant de finir celui-là. Voilà, ça m'étonne pas. Ce n'est pas la politique qui les a choisis, c'est eux qui ont choisi la politique. Je te remercie, voilà. Ils savent parfaitement comment les choses se passent. Donc je suis toujours très gêné par le déterminisme dit professionnel qui peut sélectionner les consommateurs. Dans ces cas-là, tous les médecins qui font des gardes depuis 40 ans seraient tous des cocaïnomanes. Tous ceux qui font des travaux Exactement. le seraient. C'est une évolution de la société, forme d'impunité. Et puis aussi un renouvellement du personnel politique. On a des gens plus jeunes, avec des milieux différents. C'est tout ça qui peut-être explique l'arrivée d'une nouvelle génération, qui a une nouvelle façon de faire, et puis une banalisation de la consommation de la drogue. Si l'omerta règne encore sur ce sujet, de plus en plus de voix se font entendre pour mettre fin à ce fléau, comme celle de Gérald Darmanin, ministre de la Justice. C'était sur notre plateau. Il y a des cercles accro à autre chose là. De pouvoir aussi, il y a des cercles de richesse. Bien sûr. Moi j'ai vu, de mes yeux vus, les scooters T-Max de la Défense venir dans les tours de Pablo Picasso à Nanterre récupérer la drogue. C'est pas qu'une question de jeunes de quartier issus d'immigration. C'est aussi des avocats d'affaires, des cadres, des journalistes, des politiques qui en consomment. La consommation et la question de la drogue n'est pas qu'une question de jeunes de quartier issus d'immigration. Daniel Bompard, comment exiger aux Français la fin de la consommation de drogue alors qu'elle se propage au sein même de l'Assemblée nationale? Moi, je pense que vous avez raison de pointer, de mettre l'accent sur un fléau aujourd'hui qui est le fléau des addictions, qui existe en fait dans la société dans son ensemble et qui existe sans aucun doute aussi à l'Assemblée nationale. Et en fait, la question qui nous est posée, ça sert à rien de focaliser exclusivement, évidemment que la question de l'Assemblée, elle pose une difficulté aussi.
Mais c'est la question de comment on lutte contre ces addictions qui montent en puissance dans la société de son ensemble. On parle de la drogue, mais l'alcool, les médicaments, on pourrait en parler aussi. Moi, le reproche que j'aurais à formuler à M. Darmanin, c'est que si vous voulez faire face à cette problématique et la problématique des addictions, vous devez le traiter par une politique et une politique de santé publique, pas uniquement dans une vision qui est une vision répressive. D'ailleurs, j'entendais récemment... C'était surtout sur les narcotrafiquants que c'est très coercitif. Tout le vocabulaire qui a été utilisé depuis des années et des années, qui identifie la question de la drogue uniquement par le volet répressif, à mon avis, ne fonctionne pas. Et j'entendais récemment sur un plateau de télévision Alain Bauer, dont on ne peut pas vraiment dire qu'ils sont, je crois, un insoumis dans les prises de position qui sont les siennes, qui est un criminologue, qui est quand même plutôt un spécialiste de ces sujets, qui disait à peu près exactement la même chose que moi, qui disait il faut prendre à bras le corps cette question de la lutte contre les addictions et il faut le traiter comme étant une problématique de santé publique. Les gens qui aujourd'hui sont tombés dans ces addictions-là, ils sont malades. Donc en fait, il faut les soigner, il faut les accompagner. Gérald Darmanin nous disait la même chose. Il peut y avoir des députés, évidemment, il peut y avoir des députés. Moi, personnellement, j'ai jamais vu des députés consommer de la drogue, mais oui, il y a des problématiques d'alcool. Je ne crois pas qu'on puisse dire non plus que le stress soit en quelque sorte un facteur qui le justifie, parce que je pense qu'il y a plein d'autres professions où on est aussi confronté à des problèmes de stress, à des problèmes de souffrance, à des problèmes d'inquiétude. Voilà, par exemple. 49 chauffeurs de cars scolaires ont été contrôlés positifs aux stupéfiants ou à l'alcool depuis lundi. C'est sur 9000 contrôles après la mort d'une adolescente la semaine dernière. Des voix appellent à tout simplement interdire à des chauffeurs de conduire après un contrôle positif. Bah vous voyez, je comprends qu'on puisse en arriver à se dire des choses comme ça, mais une personne, si elle est malade, il faut la soigner. Il ne faut pas juste penser uniquement sanction, il faut penser accompagnement, il faut penser soins. Vous avez évoqué des parlementaires qui ont été confrontés à des problèmes d'addiction. Bah, il faut qu'ils suivent un parcours de soins pour essayer de s'en sortir. Cette manière d'être uniquement dans la culpabilisation de la personne, je pense pas que ça facilite le parcours de soins. Moi, c'est au nom de l'efficacité que je dis ça, c'est pas par angélisme ou par volonté de ne pas voir le problème. C'est que si vous voulez vraiment résoudre, vous devez accompagner la personne pour la sortir de son addiction. Et je vois à chaque fois que dès qu'on arrive sur ce sujet, on est uniquement dans une logique de la culpabilisation, de la pénalisation, et je pense que ça fonctionne pas. Je reste dans la sécurité routière. Premier degré, 80% des automobilistes reconnaissent utiliser leur téléphone en conduisant, un chiffre qui grimpe à 97% pour les conducteurs de véhicules de société, avec des risques accrus d'accidents. Pour le prévenir, la sécurité routière a décidé de lancer ce spot de prévention. J'imagine que t'as pas vu passer mon mail par rapport au bilan prévisionnel de la société. J'arrive. Je t'ai fait une présentation en plusieurs points. Le premier point... Attends, j'ai un appel hyper important, je te mets en attente. Allô, mamie? Mon chaton, j'ai encore un problème avec le téléphone. Allô? Ouais, mamie, attends, je te rappelle. Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route? Et les statistiques disent qu'un SMS au volant multiplie par 23 le risque d'accident. Là, on n'est pas dans la répression, on est dans la prévention et l'éducation. Évidemment. Et je sais pas quoi vous dire d'autre que n'utilisez pas votre téléphone au volant, c'est pas bien, c'est dangereux. Vous vous mettez en danger, vous mettez les autres en danger, évidemment. C'est officiel depuis hier, la France dispose donc d'un budget pour 2025 avec côté recettes 12 milliards d'euros de prélèvements supplémentaires sur les entreprises, dont 8 milliards générés par une surtaxe d'impôt sur les sociétés qui concerne 440 groupes dont le chiffre d'affaires dépasse le milliard d'euros. Une surtaxe qui pénalise le Made in France et pousse à la délocalisation pour les uns, quand les autres dénoncent un chantage. Moi, je sens la colère monter. L'incompréhension tourne à la colère. Ceux qui peuvent partir, partent. Et ils ont raison. Il y a une rationalité économique. Nous, on est là, les entrepreneurs, pour faire de la croissance, pour investir, pour innover, pour embaucher. Je parle à titre personnel, mais je pense que tous les chefs d'entreprise, des Leclerc, des Intermarchés, des Système U, des Intersports, on est des gens de terroir, on sait d'où on vient, on doit à notre pays. Il n'y a aucun d'entre nous qui ferions un chantage comme ça. Bonsoir Dominique Selfer, directeur général de Système U. Merci de votre présence ce soir à l'occasion d'un abécédaire pour réussir de A à Z, où vous livrez vos conseils d'entrepreneurs engagés et enthousiastes. Un abécédaire où à la lettre I, T ou S, on ne trouve ni impôt, ni taxe, ni surtaxe. Et pourtant, cet effort supplémentaire et provisoire qui est demandé aux plus grands groupes français provoque un débat
enflammé avec des pour, des contre. On le précise tout de suite, votre fonctionnement en coopérative vous permet d'échapper à cette surtaxe qui pourtant pourrait vous concerner. Dans l'esprit, du coup, vous n'êtes pas contre. Attention, je vais faire précise, résumer je suis à la tête d'une coopérative de 1800 entreprises indépendantes qui, par leur fonctionnement, ce sont des PME qui ont chacune leur fiscalité, et la coopérative dans son ensemble, du coup, ne sera pas soumise. Premier point. Ensuite, je rappelle quand même que le taux de prélèvement obligatoire sur les entreprises en France est le plus élevé d'Europe, ou un des plus élevés d'Europe, ça c'est la base, et que donc le principe général, c'est qu'il faut arrêter de taxer et de taxer de manière supplémentaire. Maintenant, ceci dit, en tant que citoyen, ça ne me choque pas qu'à un moment, de manière ponctuelle, c'est pour 1 an, il y a une contribution d'entreprises puissantes qui ont les moyens pour contribuer à une situation exceptionnelle. Mais à une condition aussi, c'est que derrière, on enclenche la chose la plus importante, la baisse des dépenses publiques. C'est ça qu'attendent les chefs d'entreprise, ceux qui ont dit à un moment, à l'automne notamment, mais pourquoi pas, mais en contrepartie de la baisse des dépenses publiques, qui est la chose la plus importante à mener. La France surtaxe alors que l'Amérique de Trump baisse les impôts des sociétés, ça peut donner le sentiment aux entreprises françaises qu'elles perdent du terrain par rapport à leurs concurrents américains. Mais derrière, alors encore une fois, nous, on est dans les territoires de France, les magasins sont à 50% dans les communes de moins de 5000 habitants. Non, on est non délocalisable, donc on ne suit pas tout ça. Mais j'entends que ceux qui sont sur les marchés internationaux et qui voient son vent nouveau aux États-Unis, mais aussi dans tout l'arc asiatique, se disent, mais notre compétitivité, elle devient décalée par rapport à... Vendredi, on rend pas la monnaie. Vendredi, on rend pas la monnaie. Ah ouais. Et ben, ok, c'est noté alors. Et après ces années d'inflation, d'essayer d'obtenir des prix en baisse. Et quand on vient nous voir avec des demandes de hausse parfois disproportionnées, je ne mets pas tout le monde dans la même position. Il y en a qui sont raisonnables, notamment les PME, avec qui on travaille beaucoup et avec qui on a déjà beaucoup signé d'accords, c'est raisonnable. Mais un certain nombre de grandes entreprises, je dirais, exagèrent et on est en pleine discussion, voire parfois en blocage. Vous dites même qu'elles mentent quand elles parlent de hausse des coûts des matières premières? Certaines, si vous voulez, nos acheteurs, ils ont quoi? On les équipe, on les informe, ils ont toutes les données d'évolution des cours de matières premières. Il y en a bien sûr qui augmentent parfois encore, mais il y en a beaucoup qui baissent ces derniers temps. Et donc quand on vient nous voir avec des chiffres décalés, c'est pas possible. Et comment peut-on expliquer, par exemple, que